Bonjour chers partenaires, nous allons ce matin faire une petite formation parce que j'ai estimé que pour aller très loin, il faut se former. La formation est la base de tout succès, de toute réussite. On a pour habitude de dire qui veut aller loin, ménage sa monture, prépare sa monture. Et quelqu'un disait comme ça, investis dans ton savoir et personne ne te volera tes avoirs. Donc, la formation est la base. Un leader qui est mieux formé peut dupliquer cette formation. Une seule personne peut venir à cette formation. Mais cette seule personne, à partir de la formation, de la qualité de la formation qu'elle a reçue, peut impacter toute une ville, peut impacter tout un pays. Et j'ai compris que les hommes qui ont impacté le monde entier, à partir de leur connaissance, à partir de la formation, la qualité de la formation qu'elles ont reçue, il y en a plein. Il y en a plein. Et aujourd'hui, si nous sommes en train de faire le développement personnel, en train de donner la formation, c'est parce que certaines personnes ont compris dès le départ et se sont investies dans la formation pour que nous soyons ce que nous sommes aujourd'hui. Et nous sommes des relais. Nous aussi, nous nous investissons dans la formation pour ensuite, à notre tour, dupliquer cette formation. Et parce que nous avons pour objectif d'avoir un monde meilleur, d'avoir un monde où les gens sont accomplis, où on a en face de nous des personnes accomplies, des personnes qui utilisent tout leur potentiel. Parce que l'homme est un chef-d'œuvre. Et nous disons vraiment merci à Dieu pour la manière dont il a créé l'homme. Il a tout mis dans l'homme. L'homme est un kit. L'homme est une richesse. C'est pourquoi nous mettons l'accent sur l'être humain. L'homme est une richesse. Et cette richesse doit être exploitée. Cette richesse doit vraiment émerger. J'ai pour habitude de prendre toujours, pour exemple, un noyau d'avocat. Et je vais insister jusqu'à ce que l'homme comprenne qu'il est comme un noyau d'avocat. Ce noyau d'avocat contient en lui toute la richesse. Toute la richesse. Je veux dire quoi? La richesse, c'est quoi? C'est les milliers d'avocats qu'il peut demain donner, étant planté sur une terre fertile. Les milliers d'avocatiers qu'il peut donner, le service qu'il peut rendre à l'humanité. Un seul noyau d'avocats. Un seul noyau d'avocats. Tous les avocats qu'il doit produire sont contenus en lui, sont déjà en lui. Tous les avocatiers qu'il doit produire sont déjà en lui. Les milliers d'hectares qu'ils doivent avoir sont déjà en lui. C'est ainsi l'homme, l'être humain. Tout le kit de la richesse, de l'abondance est déjà en lui. Maintenant, nous, notre rôle en tant qu'acteur du développement personnel, c'est de fouetter cet homme-là, de l'amener à comprendre, à prendre conscience de cette richesse. Il est dépositaire d'une richesse. Cette richesse-là, il doit vraiment arriver à l'exploiter au mieux de sa connaissance pour l'utilité de l'humanité. Voici ce pourquoi l'homme est sur la terre. Et malheureusement, aujourd'hui, beaucoup meurent avec leur kit de richesse inexploité. Et nous allons mettre toute notre énergie dans ce que nous faisons pour que l'être humain
arrive à prendre conscience du potentiel que Dieu a déposé en lui, à prendre conscience des valeurs que Dieu a déposées en lui, à prendre conscience de la puissance que Dieu a déposée en lui. Dieu créa l'homme à son image et à sa ressemblance. Alors que tel que Dieu est, c'est comme ça qu'il a fait l'homme. Dieu est créateur. Par la parole, il a appelé tout à l'existence. Il amène ainsi aussi l'homme par la parole, appelé à l'existence, ce qu'il veut pour sa vie, ce qu'il veut pour son corps, pour sa santé, ce qu'il veut pour ses enfants, ce qu'il veut pour son pays. Parce que l'énergie centrale, c'est au niveau de l'esprit. C'est au niveau de l'esprit. Il a compris ces choses et qu'il les met en pratique. Il sera un homme accompli. Mais tant que les hommes vont être ignorants, Dieu dit, faute de connaissance, mon peuple périt. Tant que les hommes vont être ignorants de ce pouvoir que Dieu leur a donné, ils vont tourner en rond et ils vont être comme des personnes qui meurent à côté, qui meurent de soif à côté d'un courant d'eau, à côté d'une source d'eau. Voici un peu la condition du monde, la condition des hommes. Mais nous, on ne me paye pas pour ce travail que je fais. Mais je suis poussé à le faire pour que les hommes puissent prendre conscience qu'ils détiennent, ils sont dépositaires d'un pouvoir. Et que ce pouvoir-là, ils doivent l'utiliser. Et ils peuvent l'utiliser pour changer des choses. C'est pour cela que nous faisons ces formations. Et ce matin, nous allons faire une formation, le leadership d'équipe, la formance avant la performance. C'est un jeu de mots, la formance avant la performance. Bon, la formance, c'est un nouveau mot. On pourrait dire, mais pourquoi il ne dit pas la formation, mais il dit la formance? Oui, vous voyez un peu les grappes de raisin. Les grappes de raisin, pour ceux qui font la culture de la vigne, ils savent qu'il y a une étape où il y a la formance du raisin. C'est-à-dire que la manière, la structure des grappes. Comment les grappes arrivent à être structurées. Et comment les grappes arrivent à mûrir ensemble. C'est tout cette manière de faire là qu'on appelle la formance. La formance d'une équipe. La formance des grappes de raisin. Et on fait ça d'abord, on dit la formance avant la performance. Moi je veux dire que si vous voulez avoir une équipe dynamique, une équipe qui travaille, une équipe consciente des enjeux, des objectifs qui les attendent, cette équipe-là peut arriver à accomplir de grands exploits. Et on n'a pas besoin de la quantité, mais de la qualité de l'équipe et de la qualité des composantes de cette équipe. Si vous arrivez à avoir une équipe pareille, vous êtes tranquille. C'est comme un père de famille. S'il arrive à avoir des enfants de qualité, bien formés, ce papa-là, il peut faire un voyage et puis être tranquille. Il peut aller quelque part et puis être tranquille, savoir qu'il a à la maison des personnes responsables qui savent, qui sont préparées à toute éventualité, qui prennent des décisions responsables, qui font des choses responsables. Voici un peu une équipe. Et ce que nous donnons comme formation aux équipes est aussi bénéfique pour la vie quotidienne, pour le foyer, pour la maison, pour la famille, dans tout ce que nous avons. C'est pourquoi j'insiste et je dis que le succès, la réussite, la santé, la base, c'est le développement personnel. Et il faut que l'homme arrive à découvrir qui il est
Quelles sont les potentialités dont il est dépositaire? Quelle est la puissance dont il est dépositaire? Quelle est sa mission sur la terre? Quand il accomplit cela, c'est une personne sereine, c'est une personne tranquille, c'est une personne qui avance, c'est une personne qui sait où il va, qui sait ce qu'elle veut dans la vie. Mais aussi longtemps que nous allons vivre comme ça, en cherchant à copier sur l'autre, en cherchant à faire comme l'autre, nous allons oublier nous-mêmes ce que nous sommes. C'est comme des gens veulent aller sur la lune, mais ils ne savent même pas comment leur corps est constitué. Moi je dis que c'est inadmissible. C'est inadmissible. Aujourd'hui, un être humain peut s'arrêter là. On va lui demander où se trouve ton cœur. Il dit mon cœur. Et il ne sait même pas où se trouve le cœur. Où se trouve la rate. Quelle est la fonction de la rate? Quelle est la fonction du cœur? Quelle est la fonction du pancréas? Quelle est la fonction des reins? Quelle est la fonction de la vessie? Quelle est la fonction des poumons? Vous voyez un peu à quel niveau de connaissance nous sommes. Et je vois les Africains. J'ai été donné une formation de qualité quelque part. Mais j'ai vu un peu l'attitude des gens. Il n'y a pas eu de feedback parce que je sais que c'est comme un extraterrestre qui est venu parler aux humains. Parce que les gens ont une méconnaissance de ces formations. Le développement personnel. Qu'est-ce que c'est? Ils ne comprennent pas, ils ne savent pas ce que c'est. Un être humain doit comprendre le fonctionnement de son corps. Comment son corps fonctionne. Quelles sont les parties vitales de son corps. Il doit faire attention à quoi et à quoi. Vous voyez? C'est tous ces éléments-là qui forment le développement personnel. Apprendre à se connaître, apprendre à maîtriser ses émotions, à canaliser ses émotions et puis à les orienter sur nos objectifs. Quand tu as des émotions, parce que tout le monde a des émotions, mais il faut savoir canaliser ces émotions, il faut savoir maîtriser ces émotions, il faut savoir les orienter vers ce qu'on veut, Vous voyez? Donc ce matin, nous allons parler un peu de ces choses-là. Je vais approfondir un peu sur deux choses. Mais d'abord, objectif égale plan et puis action. J'aime utiliser un peu les pensées des grands hommes. Henry Ford disait, se réunir est un début, rester ensemble est un progrès, mais travailler ensemble est un succès. Vous voyez, ça ce sont les grands hommes, ils ont fait la preuve. Ils ont fait leur preuve, ils ont fait leur temps, ils ont marqué leur temps. Ils ont marqué le monde par leurs empreintes. C'est inadmissible qu'un être humain vienne sur la terre et que demain il s'en aille avec tout son potentiel, toute sa richesse, sans laisser d'empreinte sur la terre. Tu auras vécu en vain. Tu auras vécu en vain. Aujourd'hui, on continue de parler de Thomas Edison parce qu'il a laissé des empreintes qui sont les ampoules électriques. Aujourd'hui, on continue de parler de Andrew Carnegie. Parce qu'il a été l'un des premiers milliardaires aux États-Unis. Quand on parle de la grande révolution de la métallurgie aux États-Unis, il est la base. Il est à la base de ces choses-là. La révolution industrielle, Andrew Carnegie, aujourd'hui, est à la base de ça. Vous voyez, quand on parle de Bill Gates, on voit Microsoft. Ils ont laissé des empreintes sur la terre. Ils ont laissé des empreintes sur l'humanité. On parle de Mark, de Facebook. Il a laissé, même si demain il s'en va, il aura laissé des empreintes sur l'humanité. Mais on ne demande pas à chacun de vous d'avoir des empreintes de la même taille que Andrew Carnegie, que Thomas Edison, que Henry Ford, que Bill Gates, que Mark. Mais vous devez aussi, dans votre pays, à votre niveau, laisser aussi des empreintes. Des empreintes sur votre famille, des empreintes dans votre pays, des empreintes dans le monde. Et ça, chacun de vous ici a quelque chose à laisser sur la terre. Chacun de vous. Il n'y a personne qui soit né par hasard. Dieu sait pourquoi vous êtes sur la terre.
Et vous aussi, vous devez savoir pourquoi vous êtes sur la terre. Qui vous êtes? Quelle est votre mission? Une fois que vous avez découvert qui vous êtes, quelle est votre mission, vous allez vous consacrer à cette mission, vaille que vaille. Et vous allez réussir. Parce que vous avez tout en vous pour réussir. Je vous ai dit que l'esprit humain est divin. Parce que tout le pouvoir de Dieu, il a transféré à l'être humain. Dieu créa l'homme à son image et à sa ressemblance. Il a transféré tout ce pouvoir à l'être humain. Et il demande maintenant à l'être humain, mon petit, hein, ce que je suis là, je te l'ai donné. Ce que tu as là maintenant, avec ça, tu peux faire tout ce que tu veux. Tu peux créer tout ce que tu veux. Mais malheureusement, hein, les hommes, comme Dieu le dit, faute de connaissance, mon peuple périt. Parce qu'ils ignorent complètement ces choses. Ils souffrent, ils tournent en rond. Vous voyez? Donc nous allons continuer. La performance avant la performance. Pour atteindre les performances, il faut d'abord passer par la formance. Et dans la formance, il y a ce qu'on appelle la formation. Je ne dis pas que formance égale formation, mais je vous ai expliqué dès le départ que la formance, c'est la manière, la structure des grappes de raisin. Comment une grappe de raisin est structurée. Une structure bien dynamique. Bien dynamique, qui fait que chaque raisin sait où il est situé et la même sève vient pour faire mûrir les raisins au même moment, pour faire parvenir les raisins à la maturité au même moment, quoique ils aient des branches différentes.
est un outil qui peut t'amener à réaliser tes rêves. Voici des questions. Le salaire que tu as aujourd'hui, tu travailles pendant 30 jours pour recevoir quelque chose. Et tu attends 30 jours pour recevoir quelque chose. Est-ce que ce que tu reçois là, ça peut te permettre de réaliser tes rêves? Si ce que tu reçois, après évaluation, après analyse sincère, tu arrives à comprendre que ça ne peut pas te permettre de réaliser tes rêves, alors il faut avoir l'intelligence de trouver un outil. Comme Warren Buffett me dit, il dit, si vous ne trouvez pas un moyen, un système qui peut vous permettre de gagner de l'argent même quand vous dormez, vous allez travailler toute votre vie jusqu'à votre mort. Jusqu'à votre mort. Vous voyez? Et Aliko dit, lui, c'est un entrepreneur, c'est un milliardaire. Et il a sous son emprise, et sous son pouvoir, des sociétés qui sont répandues un peu en Afrique, depuis le Nigeria, en Afrique, un peu partout. Mais lui-même, en tant que un PDG, il dit, il a des employés, et je pense bien que ces employés-là ont compris et que nous aussi nous comprenons. Et que tous ceux qui veulent aujourd'hui un emploi aussi comprennent. Il dit que votre salaire là, votre salaire ne peut pas vous rendre riche. Parce qu'il a été taillé sur mesure pour vous donner, pour que vous soyez toujours dans le besoin de venir travailler et d'attendre toujours 30 jours pour recevoir quelque chose, pour faire face à vos obligations familiales, payer loyer, payer transport, payer éducation des enfants, se nourrir, et puis ça s'arrête là. Quand on finit de tout dispatcher, il n'y a pratiquement rien qui reste dans votre main. Alors, est-ce que c'est le moyen le plus efficace, le moyen le plus efficace de devenir riche, d'atteindre ses objectifs, d'atteindre, d'aboutir à ses rêves, d'atteindre les buts, de réaliser ses rêves? Je dis non. Je dis non. Et je vais prendre un exemple tout à l'heure ici. Je vous ai dit qu'il y a des mécanismes sur cette terre. Il y a des mécanismes qui permettent de réaliser des rêves. Et le grand Bill Gates même l'a dit. Il dit s'il devait recommencer, il choisirait le marketing de réseau. Moi, j'invite la jeunesse africaine, la jeunesse ivoirienne à s'intéresser au marketing du réseau, au marketing relationnel, au marketing d'affiliation. Parce que ce sont des termes qu'il faut bien comprendre avant de se lancer dedans. Le marketing de réseau, le marketing relationnel, le marketing d'affiliation. Il faut que les gens comprennent ces termes-là. Et moi, depuis 2013, j'ai embrassé le marketing de réseau. Et je sais ce que le marketing de réseau vaut. Le marketing de réseau est de loin supérieur à tout ce qu'on peut imaginer comme business. Parce que c'est le seul travail qu'on peut faire et qui peut amener quelqu'un à l'étape de 0 à héros. Et un jour, j'ai donné une formation, j'ai dit comme ça, prenez un planteur tout simple. Il a des champs de cacao, des champs de BA. Et ce planteur, étant jeune, va investir son temps, son énergie, sa jeunesse dans ses plantations. Et alors qu'il n'a plus de jeunesse, il n'a plus de vigueur, il serait assis là, en train de jouir du fruit de son travail. La plantation de cacao va donner, les gens vont travailler dedans, la plantation de BA va donner, et il aura de quoi se nourrir
jusqu'à la fin de ses vieux jours. Et ses enfants même vont prendre la relève. C'est-à-dire que ses enfants vont venir hériter de ses champs. Et ça va leur donner une vie vraiment modeste, une vie agréable. Ça, c'est un planteur. Maintenant, prenez un général d'armée. Prenez un expert comptable. Prenez un pharmacien. Prenez un chef comptable. Lui aussi, il est allé à l'école. Il a eu de grands diplômes. Et il est arrivé là où il est aujourd'hui, son rang social. Il va être embauché dans une grande structure de la place. Il va donner aussi son temps. Il va donner son énergie. Il va donner aussi sa jeunesse. Mais quand il va atteindre 65 ans, on lui dira, monsieur, vous êtes à la retraite. Vous êtes à la retraite. Maintenant qu'il a participé à la performance de la société, il a tout donné à la société. Il a donné sa jeunesse, son talent, son expertise, ses forces. Maintenant, à 65 ans, les forces seront lâchées. On lui dit, monsieur, va t'asseoir. On va prendre des jeunes gens. Vous voyez un peu? Et ses enfants ne viendront jamais pour occuper sa place. Pour dire, comme tu es général, on nomme un de tes enfants général. On nomme ta femme à ta place. C'est fini pour lui. Il va aller s'asseoir aussi à la maison. Il est comparable du point de vue actif. Il est comparable à ce planteur-là. Mais les deux n'ont pas les mêmes statuts, il veut dire social. Un est planteur, il est à la retraite aussi. L'autre aussi est fonctionnaire, employé du privé à la retraite. Le planteur est mieux nanti que l'employé. Parce que à la retraite, tu ne vas bénéficier que de la pension de retraite. Et comme tu as passé ton temps à recevoir un salaire dont Aliko a parlé que ça ne peut pas te rendre riche, peut-être tout ce que tu as pu faire durant tout ton cursus est de construire une maison pour tes vieux jours. Au moins tu as une maison pour habiter. Mais tu vas vivre comment? Tu vas vivre comment? Tu ne pourras plus avoir le même rythme de vie que tu avais. C'est pourquoi je vous dis que le métier d'employé, de fonctionnaire, c'est de l'ingratitude. C'est de l'ingratitude. Quand vous réfléchissez bien à fond, c'est de l'ingratitude. Mais ce qui est intéressant, que je veux vraiment dire à la jeunesse africaine, c'est que le marketing relationnel, le marketing de réseau, le marketing d'affiliation est comparable à la position du planteur. Parce que j'ai pris le temps de former une équipe, de bâtir un réseau qui est au-delà des frontières de mon pays. J'ai bâti un réseau. Et dans ce réseau, j'ai un pourcentage sur chaque achat des membres du réseau va faire. C'est un réseau à vie. Si demain je ne suis plus là, mes enfants vont bénéficier de ça. Si je suis manager, je ne suis plus là, mes enfants seront managers. Mes ayants droit seront managers, ils vont bénéficier de tout. Aussi longtemps que mon équipe existe et que mon équipe s'étend, j'aurai toujours quelque chose, je vais toujours percevoir quelque chose. Voici la différence entre le marketing relationnel. D'un côté, le marketing relationnel, le marketing d'affiliation, le marketing de réseau et l'emploi classique et le travail classique. C'est pourquoi pendant que tu es en train de travailler, j'ai mon pasteur qui m'a dit ceci et je crois que c'est tellement juste. Il a dit, pendant que vous êtes en train de travailler, il y a des étapes dans la vie d'une personne. D'abord, il y a le temps où vous travaillez pour des gens. Mais en même temps que vous êtes en train de travailler pour des gens, réfléchissez comment demain vous allez travailler pour vous-même. Là, c'est la deuxième étape. Et puis, comment maintenant vous allez vous asseoir et puis les gens vont travailler pour vous. Il faut que ce modèle-là soit respecté. Je travaille aujourd'hui pour les gens. C'est-à-dire qu'il faut un passage. Tout le monde a été employé, ainsi de suite. C'est un passage. Mais en même temps que tu es en train de travailler pour quelqu'un,
Il ne faut pas te dire que non, moi je vais travailler pour quelqu'un jusqu'à mourir dedans. Non, en même temps que tu es en train de travailler pour quelqu'un, il faut penser quel est le mécanisme, quelle est l'intelligence, ce que j'ai dit ici, quelle est l'intelligence, quel est l'outil qui pourra me permettre demain de travailler pour mon propre compte. Ça c'est la deuxième étape. Mais travailler aussi pour mon propre compte, demain mes forces peuvent me lâcher, les forces peuvent me lâcher. Donc comment, quel est le mécanisme qui va permettre aux gens de travailler pour moi? Il faut arriver là. Si aujourd'hui tu travailles dans l'entreprise de quelqu'un, c'est parce que lui il a compris ce business, il a compris ce mécanisme, qu'il a créé une société pour que tu travailles pour lui. Mais toi aussi, pendant que tu es en train de travailler pour les gens, il ne faut pas rompre le circuit. Il faut aussi passer le relais. Il faut penser que demain, toi aussi tu vas t'asseoir et puis les gens vont travailler. Mais si tu n'as pas ces étapes-là dans ta vie, tu vas échouer. Si tu n'as pas ces 3 étapes dans ta vie et que tu penses que tu vas t'arrêter à la première étape, où tu vas travailler pour les gens toute ta vie, tes enfants vont venir travailler pour les gens toute leur vie, mais tu as échoué, qu'est-ce que tu auras apporté à l'humanité? Aujourd'hui, je travaille pour des gens. Dieu merci. Mais demain, il faut que je travaille pour moi-même. Mais je ne vais pas m'arrêter là. Il faut qu'après demain, je m'asseye et que les gens travaillent pour moi. Voici les 3 étapes. Alors, voici un peu, chers amis, pour définir les objectifs, le rêve, le projet, le but, la raison, l'ambition, les motifs. Et comment il s'appelle là, le grand Joseph Smith qui a dit: la réussite ne dépend pas de la taille du cerveau, mais de la capacité de voir grand. Ça, j'ai lu ça dans le livre La magie de voir grand. Il dit: la réussite ne dépend pas de la taille du cerveau, mais dans la capacité de voir grand. J'ai dit la dernière fois ici que l'univers est une abondance. Ça, je m'évertue de le dire. L'univers est une abondance. Une abondance. Il y a l'abondance dans l'univers. Et je vous ai pris l'exemple. Dieu a donné des ordres à la terre. Il dit: toi terre, tu dois produire de la verdure et des semences et des arbres fruitiers. Depuis que Dieu a donné cet ordre-là, la terre doit obéir à cet ordre tous les jours. Donc il y a l'abondance. Regardez un peu une terre, une forêt. Le feu de brousse peut venir et puis ravager toute une forêt. Brûler les semences, brûler tout. Quand vous voyez même la cendre, tout est brûlé, même les grains qui sont tombés ont été brûlés. Mais regardez, Dieu va faire pleuvoir sur cette terre aride. 2 mois après, vous allez voir de la verdure revenir à la surface. Vous allez voir des arbres pousser. Parce que c'est un ordre divin. Personne ne peut rompre ça. Regardez aussi les eaux. Dieu a donné des ordres aux eaux. Vous, eau, vous allez produire des animaux, du poisson. Et il a dit aux eaux: vous, les eaux, rassemblez-vous en un seul lieu. Un jour, il donnait une prédication. Et puis j'ai dit comme ça: vous savez pourquoi quand il pleut, l'eau qui tombe sur la terre là, doit obéir à un ordre divin. C'est tombé, mais ça doit obéir à un ordre divin. Rassemblez-vous. C'est pourquoi vous voyez sur le goudron, vous voyez partout, l'eau coule et se rassemble à un lieu. C'est un ordre divin. Donc, l'abondance, Dieu a dit qu'il y aura abondance. Et cette abondance est là. Croyez que cette abondance est là. Et c'est la même chose pour l'être humain. Dieu a mis aussi de la richesse dans l'homme. Et cette richesse est une abondance. Où je suis là, je pète la santé. C'est-à-dire que je suis en pleine santé parce que je suis connecté à la source de l'abondance. Je suis connecté à la source de l'abondance. Et cette source d'abondance étant en vous, vous allez communiquer ça à tout ce que votre main va toucher, à tout ce que vous allez faire. Tout ce que vous allez faire, vous allez communiquer cette abondance. Mais si en vous, il n'y a pas l'abondance,
Imaginez-vous un peu. Vous allez communiquer la pauvreté à tout ce que vous allez toucher. Vous allez communiquer la maladie à tout ce que vous allez toucher. C'est pour faire juste une parenthèse. Donc la réussite ne dépend pas de la taille du cerveau, mais de la capacité de voir grand. Ayez de grands rêves. Ayez de grands rêves. N'ayez pas peur d'avoir de grands rêves. N'ayez pas peur. Parce que si vous avez reçu l'idée, c'est que la chose peut se faire. Si vous avez reçu l'idée, c'est que la chose peut se faire. Si vous avez reçu le flash de l'idée, concentrez-vous sur cette idée, vous allez pouvoir réussir. C'est comme si Dieu a mis en l'homme la soif, c'est qu'il a prévu déjà l'eau pour étancher la soif. C'est comme ça qu'il a fait l'homme. C'est qu'il a déjà prévu l'eau pour étancher la soif. Imaginez-vous, si Dieu peut mettre quelque chose en vous, c'est-à-dire la soif en vous, et puis dans son programme, il n'a pas prévu d'eau pour étancher votre soif, c'est que ce Dieu est un Dieu cynique. Il est un Dieu cynique. Pourquoi créer la soif en vous alors qu'il n'y a rien pour étancher la soif? Alors pourquoi faire naître l'idée alors qu'il n'y a rien, il n'y a pas de mécanisme pour arriver à réaliser cette chose? Si vous avez un grand rêve, n'abandonnez pas ce rêve-là. Allez-y, passez par des formations pour vous développer, pour comprendre le potentiel dont vous disposez, pour voir vos capacités, et puis avec ça, vous allez réaliser de grands rêves. William Marion Branham, c'est mon prophète. Il dit, ce n'est pas la taille de l'objectif qui compte, mais c'est la taille de l'objectif dans le leader qui compte. Ce n'est pas la taille de l'objectif qui compte, mais c'est la taille de l'objectif dans le leader. C'est ce qui compte. Vous voyez? Et un autre pouvait dire, je peins mes rêves, je rêve mes peintures et je peins mes rêves. Je rêve mes peintures. On peut dire, je peins mes rêves et je rêve mes peintures. C'est-à-dire que il est là et puis il fait une peinture de ses rêves. Et puis il vit ça. Et puis il vit ça. Il est là, il crée son monde. Son monde à partir de son esprit. On dit la richesse est un état d'esprit. Il crée son monde. Quel genre de monde je vais avoir? Quel genre de jardin d'Éden dans lequel je vais vivre? Il crée ça à partir de son esprit. Quel genre d'homme il va être? Un homme qui pète la forme, en pleine santé. Voici le genre de personne que je vais être. Une personne charismatique. Voici le genre de personne que je vais être. Une personne qui impacte le monde. Voici le genre de personne que je vais être. Je vais bien dire impacter positivement le monde. Voici le genre de personne que je vais être. Donc je suis en train de peindre mes rêves. Vous comprenez? Je suis en train de peindre mes rêves en décidant, en projetant ces choses. Maintenant après, je les réalise et je les vis. Quoi que tu rêves d'entreprendre, commence-le maintenant. L'audace a du génie et le vouloir, la magie du pouvoir. Ça c'est Goethe. J'aime ces expressions. Il dit l'audace a du génie et le vouloir, et dans le vouloir, il y a la magie du pouvoir. L'audace a du génie. Donc, il faut avoir de l'audace face à la réalité. Parce que la réalité va te présenter, quand on fait le diagnostic de la réalité, et c'est ça aussi qui fait l'homme. Quand on fait le diagnostic de la réalité, tout est en ta défaveur. Tout est en ta défaveur. Non, on vit dans un pays où rien ne marche. Non, on ne peut pas gagner de travail. Non, ça, tout est en ta défaveur. Ça, c'est la réalité. Mais en face de cette réalité, il faut avoir de l'audace. Et c'est dans cette audace-là que tu vas avoir le vouloir et tu verras la magie du pouvoir. C'est des choses que j'aime bien. Donc, on a vu l'objectif. Maintenant, on voit, comme je l'ai dit, objectif égale plan et action. C'est-à-dire que pour atteindre ces objectifs, il faut dérouler, il faut mettre un plan en place, une stratégie en place.
Et puis, ensuite, après avoir mis la stratégie et le plan, il faut maintenant passer à l'action. Hein? Donc, le plan, c'est quoi? Le plan, c'est le chemin. Le chemin. Le chemin que vous allez emprunter. La manière dont vous allez vous y prendre. Les stratégies que vous allez déployer. Le mécanisme que vous mettez en place. Les moyens et vos aptitudes. C'est tout cela qui forme le plan. Vous comprenez? Le plan, c'est le chemin que vous allez emprunter. Ensuite, la manière dont vous allez vous comporter sur ce chemin. Les stratégies, les bagages que vous allez prendre. Le mécanisme que vous allez mettre en place. Les moyens et puis les aptitudes. Ensuite, on arrive maintenant aux actions. Aux actions. J'ai dit les actions, on se réfère à votre attitude. Et votre attitude détermine votre altitude, le prix à payer. Jusqu'où vous êtes prêt à payer le prix pour vos rêves. Jusqu'où vous êtes prêt à payer le prix pour vos rêves. Et là, je vais m'attarder un peu sur cette attitude et puis on va arrêter. On ne va pas aller trop loin. C'est juste des séquences. Hein? Là, je vais un peu insister sur l'attitude. Sur l'attitude. Moi, je dis que l'attitude est le facteur, le sous-bassement de tout. L'attitude, et il y en a deux. Il y a l'attitude offensive et il y a l'attitude défensive. L'attitude offensive et l'attitude défensive. Il y a des gens qui ont l'attitude offensive seulement. Il y en a qui ont l'attitude défensive seulement. Vous voyez? Et on peut aller plus loin. Agir et réagir. Agir, il y a des gens qui sont là pour agir, pour que les choses arrivent. Il y a d'autres qui sont là pour réagir. C'est aussi action et réaction. Il y a des gens qui sont là pour passer à l'action et il y a des gens qui sont là pour toujours réagir. Vous voyez? Et j'ai pris l'exemple de deux animaux dans la forêt. Suivez-moi bien, très bien. Deux animaux dans la forêt. Il y a un animal qui a une attitude offensive et une attitude défensive. On pourrait dire que c'est un animal équilibré. Un animal équilibré. Et c'est comme ça que Dieu veut que nous soyons dans ce monde-là. Des hommes équilibrés. Des hommes équilibrés. Équilibre psychologique, équilibre mental, équilibre spirituel, équilibre social, équilibre physique. Regardez, tout est équilibre dans le monde. Tout est équilibre. Tout est équilibre. Dieu a fait deux pieds pour que je sois équilibré. Deux narines, deux yeux. Même quand vous allez voir un ophtalmologue, il faut qu'il fasse la synchronisation de vos deux yeux pour vous donner les lentilles, les verres nécessaires. Vous voyez, non? Même l'audition, c'est un équilibre. Tout est équilibre. Tout est équilibre. Un arbre qui est planté, s'il n'est pas équilibré, il va tomber. Regardez, même quand vous lancez des satellites dans l'univers, il faut qu'ils passent d'abord en orbite pour rester en équilibre. Regardez, le soleil est en équilibre avec le reste de la création. Tout est équilibre. Même quand vous construisez une maison, c'est l'équilibre. Donc, tout est équilibre. Le vent qui souffle est équilibre. Donc, l'univers même est équilibre. Mais cet équilibre-là doit aussi exister dans une famille. L'harmonie de la famille, c'est équilibre. L'entente entre monsieur et madame, c'est équilibre. L'harmonie entre monsieur, madame, les enfants, c'est équilibre. Et pour être équilibré, il faut avoir une attitude à la fois offensive
et défensive. Mais malheureusement, il y a des gens qui ont l'attitude offensive seulement, d'autres ont l'attitude défensive seulement. Le lion et la gazelle. Le lion va s'élever dans la forêt. Il y a un cours d'eau là. Le lion va aller au cours d'eau avec beaucoup plus d'assurance, beaucoup plus de détermination, beaucoup plus d'équilibre. Et quand il sera au cours d'eau en train de boire, il ne s'inquiète de rien. Il va boire à satiété. La quantité dont il a besoin, il va prendre ça. Et puis, tranquillement, avec des pas majestueux, il va retourner dans sa tanière. Ça, il a une attitude offensive et en même temps défensive. C'est-à-dire qu'il a la capacité de maîtriser la situation. Même si, par extraordinaire, un danger arrivait, il a les moyens de se défendre. Par contre, la gazelle va partir au cours d'eau avec la peur. Avec la peur. Il ne pourra même pas boire à satiété. Parce qu'il sera en train de boire et en même temps réfléchir. Est-ce qu'un prédateur n'est pas derrière? Regardez à gauche, regardez à droite. De telles personnes ne sont pas équilibrées. Ils ne sont pas équilibrés. C'est les gens qui ont peur de l'avenir. Ils ont peur du lendemain. Ils ont peur de tout. Ils ont peur de tout. Et parce qu'ils ont peur de tout, ils attirent à eux tous les malheurs du monde. Tous les malheurs du monde. Une maladie vient. Est-ce que maladie là, ça va pas me... Est-ce que le coronavirus là va pas m'attraper? Je suis allé aujourd'hui au marché. Est-ce que... Oh là là. C'est des gens qui ont une attitude défensive et qui sont tout le temps dans la peur. Et ça, il faut bannir ça. J'ai dit, je n'ai peur de personne sur cette terre. Je n'ai peur de personne. Que tu sois président de la République, tu sois pape, tu sois évêque, tu sois monseigneur, tu sois pasteur, archibishop. Je n'ai pas peur de toi. Je te respecte. Parce que Dieu demande le respect de la hiérarchie, le respect des autorités. Je te respecte. Mais je n'ai pas peur de toi au point de tronquer la vérité devant toi. Quand il me sera donné de te dire la vérité, je ne vais pas regarder à ton statut. Parce que la vérité est plus forte que ton statut. La vérité est plus élevée que ton statut, que ton rang, que ton titre. Je te dirai la vérité. Voici la différence entre celui qui a une attitude offensive et une attitude défensive et celui qui n'a que une seule attitude. Vous comprenez? Regardez les États-Unis. Les États-Unis se comportent dans ce monde-là comme une personne qui a une attitude offensive et défensive. Les États-Unis ne vont pas attendre que le danger vienne les trouver. Ils sont assis là et même ils scrutent, ils regardent un peu partout, ils disent, ah attention, là-bas là, on dirait qu'il y a un camp d'Al-Qaïda. Ils sont en train de s'entraîner. Même si ce n'est pas pour venir les attaquer, ils sont prêts à aller bombarder là-bas. Ils sont prêts à aller détruire là-bas. Ça, c'est une attitude offensive. Ils sont prêts à les détruire pour ne pas que la chose vienne les trouver. Ils sont prêts. Vous voyez comment ils se comportent? C'est pourquoi ils sont grands aujourd'hui. C'est pourquoi ils sont devant. Parce qu'ils ont une attitude offensive et défensive. Mais regardez nos États africains. Ils sont assis là. On dit qu'il y a quelque chose qui est arrivé en Chine. Aussi longtemps que c'est en Chine, nous on ne prend pas des précautions, on ne prend pas des dispositions, on fait ce qu'on veut. On attend que la chose vienne nous trouver. Et puis, hey, comment on va réagir? Comment on va faire? Je suis un peu étonné de voir la réaction de certaines autorités face à l'Internet des valeurs. En Côte d'Ivoire, face à l'Internet des valeurs. Ils sont encore à l'Internet de l'information. Ils sont encore à l'Internet de l'information. Or, aujourd'hui, nous sommes en train de passer de l'Internet de l'information à l'Internet des valeurs. L'Internet des valeurs. Aujourd'hui, le e-commerce est en train de se développer dans le monde et les gens sont en train de s'enrichir véritablement avec le e-commerce. Alors, si vous n'avez pas
le mécanisme de réguler le e-commerce. Mais déjà, allez-y à l'école. Allez-y à l'école du marketing relationnel, du marketing de réseau, du marketing d'affiliation. Comme ça, vous aurez les outils nécessaires pour contrôler, pour réguler ce nouveau système de commerce. Mais ils ne font rien. C'est comme aujourd'hui, un professeur, je dis, un professeur d'économie ou de comptabilité qui ne va pas à l'école de la blockchain pour savoir ce que c'est que les transferts en crypto-monnaie et qui continue d'enseigner la comptabilité classique de 1800 encore aux enfants, alors que ça ne leur sera pas utile dans les années à venir. Je dis qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Il faut que nos autorités, il faut que tout le monde d'ailleurs fasse une actualisation, une mise à jour. La formation que tu donnes aux étudiants, en fonction de l'avancée de la technologie, il faut faire une actualisation. Tu vas enseigner un étudiant avec la formation que tu as reçue toi-même de tes ancêtres, et l'enfant, demain, il va avoir un grand diplôme. Il arrive dans une société où tout est en ligne. Tout est en ligne. Les transferts sont en ligne. Ton patron va venir, bon, écoute, on a 17 millions, ou bien on a 500 millions. Bon, je nomme les 500 millions là. Va sur la blockchain, envoie 250 millions sur la blockchain en Bitcoin. Mais envoie ça sur notre compte Bitcoin. Patron, Bitcoin là c'est quoi? Qu'est-ce que c'est que le Bitcoin? Qu'est-ce que c'est que la blockchain? L'enfant est dépassé. Il est dépassé, il ne sait pas ce que c'est. Il ne sait pas ce que c'est. Un professeur d'économie, un professeur de comptabilité, et tous leurs corollaires, ils doivent aujourd'hui faire une mise à jour pour enseigner nos étudiants dans les écoles sur la blockchain, sur la crypto-monnaie. Qu'est-ce que c'est que la crypto-monnaie? Qu'est-ce que c'est que le e-commerce? Aujourd'hui, les gens, même au niveau même du marketing des réseaux, il y a encore des corrections à faire. Parce que les gens pensent que le marketing des réseaux, c'est prendre un produit physique pour le vendre ou le recommander à une autre personne. Parce qu'ils sont habitués aux produits physiques. Mais aujourd'hui, il y a des produits digitaux. Il y a des produits digitaux. Quand je dis, regardez, quand Orange Côte d'Ivoire me vend des passes Internet, on dit, bon, ça coûte 39 000 francs que je paye pour ma maison. Alors, où est le produit physique? Quand à la fin du mois, je vais donner 39 000 francs à Orange Côte d'Ivoire, où est le produit physique? Quand toi-même tu fais des achats de passes Internet, où est le produit physique? On appelle ça des produits digitaux. Et je dis que l'État a intérêt à s'intéresser au marketing relationnel, parce que l'État gagnerait à vraiment s'intéresser à ça. Et l'État gagnerait. Parce que regardez aujourd'hui, même les journaux, la presse, l'achat en ligne, telle chose, achat en ligne. Si les gens ont la culture des produits digitaux, ça va encore constituer une manne des recettes pour les impôts. Pour les impôts. Des recettes qui vont rentrer dans les régies financières. Mais parce que vous avez une méconnaissance de ça, pour vous, ça ne doit pas exister. Mais vous êtes en retard. Vous êtes en retard. Vous êtes en retard et vous serez dépassé par les événements, parce que nous sommes dans un village planétaire où quelqu'un peut être ici et puis faire des ventes en Europe, faire des achats en Europe. Pourquoi vous ne voulez pas avoir la formation, avoir la culture nécessaire pour pouvoir cerner ces choses-là, pour que l'État puisse aussi recevoir sa quote-part à travers la fiscalité de ces choses-là? Vous voulez interdire? Non, 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 non. Je dis non. Avant de prendre une décision, il faut prendre le pourtour, le contour de la chose. Savoir ce que tu as à dire. Moi, je trouve certaines personnes ridicules parce que vous parlez des choses dont vous ignorez. Des choses dont vous n'avez pas vraiment connaissance. C'est ridicule à la face du monde entier. Quand moi je veux parler de quelque chose, je sais de quoi je parle.
Vous voyez, je suis expert en nutrition. Et je donne des formations sur la nutrition. Et je fais aussi une actualisation de mes connaissances. Un jour, je suis allé donner une formation à Nyangon, à une association. Et j'ai donné la formation comme un expert. Et quand j'ai fini, il faut savoir que tu as en face de toi des gens qui sont instruits, des gens qui sont allés à l'école, qui ont fait des choses. Quand tu donnes une formation à un public, donc toi-même tu as intérêt à faire une mise à jour. Alors, j'ai fini de donner ma formation, et puis les gens fassent question-réponse. Il y a un monsieur qui prend le micro. Monsieur, où vous avez fait votre formation? Mais vraiment, j'ai été instruit. Vous êtes médecin? Non, je ne suis pas médecin. Et il me dit donc, moi je suis médecin. Mais les choses que tu viens de dire là, ça m'a instruit moi-même en tant que médecin. Et vraiment, je vais t'associer à notre équipe. Parce que ce que tu viens de dire là, j'ai été instruit. Parce que, vous voyez, avec l'internet, nous avons tout. Nous avons tout. Pourquoi les gens ne veulent pas se cultiver? Pourquoi les gens ne veulent pas se développer? Et moi, c'est ce qui je ne comprends pas. Je ne comprends pas. Avant, pour avoir ces formations-là, il faut aller payer pour les avoir. Mais maintenant, cette formation est venue jusqu'à nous. Et puis on est assis là. C'est ça le problème des Africains. On dit si vous voulez vraiment avoir les Africains, mettez la richesse dans des livres. Ils ne découvriront pas ces richesses parce qu'ils ne vont jamais lire. Ils sont tout en train de Facebooker, en train de WhatsApper. Hein? Mais jamais ils ne vont passer leur temps à se cultiver, à se former, à se perfectionner. L'homme est en perpétuelle formation. On n'arrête jamais d'apprendre. On continue toujours d'apprendre. Vous voyez? Et ça, c'est que je vois que même depuis le sommet de l'État, c'est grave. C'est grave. C'est grave. Et donc, je parlais des États-Unis qui ont une attitude offensive et une attitude défensive. Mais nos États ici ont une attitude défensive. C'est-à-dire qu'ils sont là. Ils attendent que la chose arrive, viennent les trouver, ils ne peuvent pas anticiper. Celui qui a une attitude offensive et défensive, il anticipe. Il anticipe. Si telle chose... Regardez, on dit aux États-Unis, le président américain, quand il va donner son discours, il va donner une information capitale. Dans son staff là, il y a des gens qui jouent aux zinzin. Et puis qui lui posent des questions bêtes même. Des questions qui sont susceptibles de venir du public. Et le président, il est prêt. Il est prêt. Ils vont lui poser, son staff, ils vont lui poser des questions pertinentes. Toutes les questions qui vous passent par dessus. À supposer que vous soyez le public. J'ai fini de faire mon discours. Alors posez-moi des questions. Posez-moi toutes les questions que vous voulez. Et les gens vont commencer à lui poser des questions. Pas en tant que président, mais ils vont lui poser des questions. Une fois qu'il a cerné, parce qu'on appelle ça l'échantillonnage. Une fois qu'il a cerné le comportement des uns et des autres, comment les gens peuvent réagir face à son discours. Des gens qui sont responsables, qui ont un langage responsable, qui n'ont pas froid aux yeux, qui disent ce qu'ils pensent. Quand il a fini de faire ça, il sait que c'est un échantillonnage. Et que devant le public, des questions comme ça peuvent venir. Alors une fois qu'il sera vraiment face à la presse, il est à l'aise. Il est à l'aise. Parce que les questions que vous allez lui poser là, il s'est déjà préparé à ça. Et il sait comment répondre. Mais ici, en Afrique, on attend toujours d'être surpris. On est surpris toujours. On est surpris toujours. Et ça, c'est grave, c'est pathétique. Et ça, avec ça, on ne peut pas se développer. Où allons-nous avec ça? Si depuis le sommet de l'État même, les gens n'ont pas la culture de ces choses, comment ils vont inculquer ça à leurs citoyens? Je suis un peu désolé, ça fait pitié, mais c'est dangereux aussi. C'est dangereux. Donc, l'attitude offensive et l'attitude défensive. J'ai parlé aussi, en même temps, du quotient intellectuel et du quotient émotionnel. Nous sommes en train de parler de toutes ces choses-là pour que les gens comprennent un peu comment il faut réagir.
quotient émotionnel, quotient intellectuel. Aujourd'hui, nos écoles, nos universités mettent beaucoup l'accent sur le quotient intellectuel. Je suis d'accord. Je suis d'accord. Mais tu peux avoir un grand diplôme. Tu peux avoir une agrégation. Tu peux avoir... Mais être nul. Être nul. Donc l'évaluation, c'est à quel niveau? L'évaluation est à quel niveau? Tu peux avoir un grand diplôme, mais être nul dans la vie. Il y a des gens qui ont des diplômes, des masters qui dorment encore, des licences qui dorment encore dans des tiroirs. Parce qu'ils ont pris tout leur temps à mettre l'accent sur le quotient émotionnel, leur aptitude. Leur aptitude. Et le quotient intellectuel, pardon. Leur aptitude, c'est qu'ils peuvent faire. Mais ils ont ignoré complètement le quotient émotionnel. J'ai dit que le quotient intellectuel fait appel à l'intellect, au cerveau, mais le quotient émotionnel fait appel au cœur. Au cœur. Le quotient émotionnel, c'est le caractère. C'est le caractère. C'est ton attitude mentale en face des situations les plus complexes. Les plus complexes. Des gens peuvent avoir de grands diplômes, de grands titres, mais quand vous les voyez se comporter en face des situations, on dirait des bébés, on dirait des enfants. On dirait des enfants. Parce qu'ils ont mis l'accent sur le quotient intellectuel, sur leur diplôme, sur leur titre. Mais le caractère, rien. Ils n'ont aucun caractère. Aucun caractère face à des situations, face aux difficultés de la vie, face à la réalité de la vie. La réalité de la vie. C'est ça. Le caractère qu'on a en face de la réalité de la vie. C'est ça qui va déterminer si tu vas réussir ou si tu vas échouer. C'est pas ton diplôme, hein. C'est pas ton diplôme. C'est pas ton diplôme. Si tu vas réussir ou si tu vas échouer dans la vie, ça dépend de ton caractère, de ton attitude mentale. En face des situations les plus complexes. Comment tu vas réagir? Quelle est ta réaction? C'est ça. Et donc je disais que nous devons mettre l'accent dans nos écoles, mais ils ne le feront jamais sur le caractère, le quotient émotionnel. Et le quotient émotionnel, c'est ce que nous sommes en train de faire. Le quotient émotionnel, c'est le développement personnel. Apprendre à quelqu'un à se connaître, à maîtriser ses émotions, à canaliser ses émotions, à savoir ce qu'il veut dans la vie. Vous croyez que moi, votre coach, je sais ce que je veux dans la vie. Quel état peut m'arrêter? Quel homme peut m'arrêter? Quelle situation peut m'arrêter? Rien. Rien. Et c'est biblique. Et c'est biblique. Je regarde toujours sur ça. Parce que je prends... C'est-à-dire que si je dis quelque chose que je ne trouve pas... Comme un pays, il y a une constitution dans un pays. Et toutes les lois émanent de cette constitution. C'est la même chose. Tout ce que moi je dis aussi doit émaner, doit provenir d'une constitution qui est la Bible, la parole de Dieu. La Bible. Si je dis quelque chose qui n'est pas biblique, alors ce n'est même pas fondé. Mais quand je vois que ce que je dis est fondé, je fonce. Je fonce. Dans Genèse 11, les hommes ont dit, et même ils sont assis là, ils ont dit, nous allons nous construire une tour dont le sommet touche le ciel. Voilà ce qu'ils ont décidé. Voilà ce qu'ils ont projeté. Voilà leur imagination. Et puis, ils se sont levés. Ça, c'était leur objectif. Ça, c'était leur projet. Ça, c'était leur rêve. Ils se sont levés. Et la Bible dit, ils se sont mis à faire du bitume, à faire des briques.
Donc, ils se sont mis en action. Et ils ont commencé à construire. Donc, objectif. Leur objectif est bien clair, bien défini. Hein? Leur rêve est bien défini. Et ils se sont levés, ils se sont mis en action. Le résultat ne pourra que venir. C'est-à-dire qu'on ne peut pas passer à côté du résultat. Le résultat va venir. Et Dieu lui-même dit, ah, ce qu'ils ont décidé de faire là, rien ne peut les empêcher d'arriver à leur but. Vous voyez un peu, Dieu lui-même dit que ce que vous avez décidé là, personne ne peut vous arrêter. Donc je disais que moi, j'ai un objectif dans la vie. Vous croyez que c'est les changements de gouvernement qui vont me faire changer d'objectif? Vous croyez que c'est que telle personne dit le pouvoir ou que telle personne... Moi, je m'en fous de ça. Mon objectif sera atteint. Mon objectif sera atteint. Et ce ne sont pas la succession des hommes au pouvoir qui va changer ça. Et personne ne pourra aussi se mettre en travers de mon chemin. Et comme Dieu dit, ce qu'il a décidé de faire là, il va réussir. Personne ne pourra l'empêcher. De faire ce qu'il a projeté faire. Vous voyez? C'est parce qu'aujourd'hui, les gens n'ont pas d'objectif bien défini que tout le monde peut venir. Non, venez me voter. Ils sont en train de courir après les hommes politiques. Parce qu'ils pensent que ces hommes politiques vont réaliser leurs rêves à leur place. Non. Non. Pourquoi tout le monde veut faire la politique? Pourquoi? Pourquoi? Tout le monde veut aller faire une chose, concours de police, concours de gendarmerie, concours pour être aux impôts. Tu n'as pas la vocation, tu n'es pas appelé à ça. C'est sûr que quand tu seras dans ça, tu vas faire des gaffes, parce que ce n'est pas ta place. Ce n'est pas ta place. Mais quand c'est ta place, tu fais cette chose avec vocation, avec respect. Et tu es poussé même à le faire, même si on ne te paye pas. Parce que tu le fais avec vocation. Tu le fais avec passion. Vous voyez? Donc, les gens n'ont pas d'objectif, c'est pourquoi on vient les dérouter. Quand tu n'as pas d'objectif, n'importe qui peut te faire. Suis-moi, et puis tu te lèves, tu le suis. Viens ici, et puis tu viens. Va là-bas, et puis tu vas. Parce que tu n'as pas toi-même un objectif précis. Tu n'es pas focalisé sur tes objectifs. Les gens vont te dérouter. Ils vont t'amener à les suivre bêtement comme un mouton. Oh, quand je regarde ces choses-là, quand je comprends ces choses-là, je dis, mais nous avons du chemin à parcourir. Nous, Africains, nous avons du chemin à parcourir. Vous savez, ce qui a fait le boom économique dans les années 60 aux États-Unis, c'est la base, c'est le développement personnel. C'est l'enseignement sur le développement personnel. Ce qui a fait le boom économique en Europe dans les années 70, c'est la base, c'est le développement personnel. Mais pourquoi on n'enseigne pas ça en Afrique ici? Pourquoi? Pourquoi on n'enseigne pas ça aux Africains? Je vous assure, si vous enseignez, si en Afrique ici, il y a des écoles de formation sur le développement personnel, oh, vous allez prendre quelqu'un, même un prisonnier qui a à son actif beaucoup de crimes, je dis beaucoup de crimes. Il a volé, il a violé, il a fait n'importe quoi. Vous allez le sortir de la prison. Vous allez l'envoyer dans l'école de formation sur le développement personnel. Quand ce voleur-là va sortir de l'école, il sera une des meilleures personnes au monde. Je vous l'assure. Parce que là-bas, on lui aura appris à se connaître. À savoir canaliser ses émotions. À savoir connaître, se découvrir. Connaître le potentiel qui est en lui. Ce qu'il peut faire avec ce qu'il a. C'est pourquoi nous, en matière de développement personnel, nous regardons le verre à moitié plein. À moitié plein. C'est pas parce que c'est un voleur que c'est un raté. Non. Du moment où Dieu conserve encore la vie, le souffle de vie en lui, il peut être utile à l'humanité. Il peut être utile à l'humanité. S'il y a des experts qui peuvent prendre ces personnes-là, les amener dans une école, les former, quand ces personnes sortent de là, vous allez voir ce qu'ils vont faire. C'est des génies. Tous
Tous les gens qui sont en prison là, ce n'est pas des ratés. Hein? Ils peuvent beaucoup apprendre à l'humanité. Mais c'est parce qu'ils ignorent complètement qui ils sont, quel est le potentiel qu'ils ont en eux, quel est le dépôt de richesses qu'il y a en eux. C'est ça. Et comme ils ne savent pas qui ils sont, ils tournent en rond, ils peuvent voler, faire n'importe quoi. Vous voyez? Donc je ne vais pas aller trop loin, je vais m'arrêter là. Mais j'exhorte vraiment les Africains et tout le monde à s'intéresser véritablement au développement personnel. Au développement personnel. À la formation. Se faire former. C'est ce qui a provoqué aujourd'hui la réaction du gouvernement dans notre milieu. Des gens qui rentrent dans le marketing des réseaux et qui ne viennent pas à la formation. Des gens qui veulent faire le marketing d'affiliation qui ne viennent pas à la formation. C'est-à-dire qu'ils sont dedans, mais ils ne savent même pas ce que c'est que le marketing d'affiliation. Le marketing des réseaux. Ils ne connaissent pas. Le marketing relationnel. Ils ne savent pas ce que c'est. Et pourtant, vous les voyez, ils sont en train de courir partout. Quelqu'un va les arrêter. Monsieur, c'est quoi le marketing des réseaux? C'est quoi le marketing d'affiliation? C'est quoi le marketing relationnel? Ils sont là, incapables de répondre. Et pourtant, ils sont dans ce métier. C'est grave. C'est grave, je dis que c'est comme donner un véhicule à 200 chevaux à quelqu'un qui n'a pas le permis. Qui n'a pas le permis de conduire. Qui n'a même pas fait le code de route. Mais c'est un danger. Un potentiel danger. Il va non seulement se tuer ou bien tuer des gens. Et c'est ça le problème en Afrique. Il faut qu'il y ait des écoles de marketing de réseau. Il faut qu'il y ait des écoles de formation sur le développement personnel. L'Afrique gagnerait. Et nos États gagneront. Vous voyez? Mais c'est complètement quelque chose qui est ignoré. Un sociologue qui donne, j'aime beaucoup ses discours. Il dit, il y a 3 choses que les Blancs ne vont jamais vous enseigner. Hein? Ils ne vont jamais enseigner ça. 3 choses qu'ils ne vont jamais enseigner. Ces 3 choses-là, c'est le développement personnel. Ils ne vont jamais vous enseigner ça. La science des affaires. La science des affaires. Ils ne vont jamais vous enseigner ça. La science de la guerre. Ils ne vont jamais vous enseigner ça. La science même de la reproduction. La science de la reproduction. Ils ne vont jamais vous enseigner ça. Regardez aujourd'hui. Nos jeunes gens. Papa, j'ai vu la jeune fille là. Elle est tellement belle. Je vais l'épouser. C'est tout. Ce sont ces critères, ça. Ces critères d'évaluation. C'est la beauté physique. Mais tu ne connais pas son caractère. Et le caractère fait référence toujours au quotient émotionnel, à l'attitude mentale. Il ne va jamais faire référence, il ne va jamais chercher quel caractère. Mais quand tu veux épouser une femme, il faut déjà te dire quel genre d'enfant tu veux donner au monde entier. Quel genre d'enfant tu veux donner au monde entier. Et si tu penses à ce genre d'enfant, tu penseras aussi au caractère de la femme que tu as en face de toi. Tu ne vas pas penser seulement à sa beauté physique. Tu vas chercher à comprendre quel est son caractère. Et c'est le caractère que tu vas épouser. Ce n'est pas le corps. Parce que si tu épouses le corps, demain quand ce corps-là va se faner, tu vas la lâcher. Et c'est ce qui explique les nombreux divorces dans le monde. Parce qu'il a vu le corps dans sa jeunesse, hein, la fraîchenie. La fraîchenie, il se jette dessus. Oh papa, elle est belle. Oh maman, il est beau, c'est un joli garçon. Mais il oublie que c'est un mariage à vie. Jusqu'à ce que la mort vous sépare. Mais quand ce corps-là va prendre de l'âge, va vieillir. Puisque tu t'es focalisé sur le corps. C'est le corps qui t'a attiré. Ce n'est pas le caractère que tu as épousé, mais c'est le corps que tu as épousé. Ce corps-là, quand il va commencer à flétrir, ton mariage aussi va flétrir, ton amour aussi va flétrir. Et demain, c'est le divorce, c'est la séparation. Vice versa. La fille, elle a vu, oh mais cet homme-là, papa, il a l'argent. Moi, je préfère que ma fille épouse un homme qui a du caractère plutôt qu'un homme qui a de l'argent. Parce que le caractère qu'il a peut le transporter de zéro à héros. Avec ce caractère. Mais si papa, il a l'argent, mais demain, il peut tout perdre. S'il a tout perdu, qu'est-ce qui va rester de lui? Qu'est-ce qui va rester de lui? Est-ce que ma fille peut vraiment s'en sortir?
La plupart de ces personnes arrivent au suicide parce qu'ils sont désemparés. Ils n'ont jamais pensé à ça. Et quand ça arrive, ils ne savent pas faire autre chose que de se suicider. Donc vous voyez un peu la science de la reproduction. La science de la reproduction. Ne visez pas toujours le physique. Visez le caractère. Éprouvez le caractère. Quand vous avez éprouvé le caractère, vous avez visé le caractère, vous l'avez éprouvé. Vous avez su que vraiment, ça peut vous aller. C'est une chaussure qui peut vous aller. C'est un habit qui peut vous aller. C'est un habit sur mesure. Alors, prenez la personne. Même si la personne n'a pas un rond, allez-y avec. Parce que de ce zéro-là, vous pouvez arriver à faire des exploits. Mais si vous avez visé la richesse, d'abord, le physique, la beauté physique d'abord, demain quand ces choses vont flétrir, vont tomber, il n'y aura plus de mariage. Il n'y aura plus d'union. Donc voici un peu, chers amis, que vraiment Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Ce sont des thématiques que nous développons pour vraiment amener l'homme à l'équilibre vraiment mental, équilibre social, équilibre physique, équilibre spirituel. Si vous n'avez pas cet équilibre-là, vous allez communiquer l'handicap à tout ce que vous faites. Oui, parce que quelqu'un qui n'a pas l'équilibre dans ces domaines-là, il est handicapé. Et tout ce qu'il va faire, il va communiquer cet handicap à tout. Handicap à son mariage, handicap à ses enfants, handicap à son travail, handicap à son activité. C'est ça. Mais quand vous êtes équilibré, quand vous avez cet équilibre en vous, vous êtes aussi une lumière d'équilibre et vous allez communiquer cet équilibre à tout ce que vous faites. À tout ce que vous faites, vous serez mesuré, vous serez équilibré. Vous allez faire tout avec une juste mesure. Vous n'allez pas déborder. Vous allez pouvoir canaliser vos émotions pour les orienter vers vos objectifs, vers vos buts. Voilà ce que vraiment j'ai à dire pour cette formation de 1 heure de temps. Et nous allons revenir sur ces choses chaque fois pour amener les gens. C'est une prise de conscience générale, une prise de conscience africaine. Une prise de conscience à l'africaine. Il faut que les Africains comprennent qu'ils sont riches. Une richesse d'abord interne et puis une richesse de leurs ressources. Nous sommes très riches. Il faut que nous arrivions à comprendre, à prendre conscience que nous sommes très riches. Mais cette richesse-là, nous sommes inconscients. Nous ne sommes pas conscients de la richesse que nous avons. Et c'est pourquoi nous sommes toujours en train de courir les mers pour aller mourir dans la mer, pour aller de l'autre côté où il n'y a rien. Non, nous avons tout ici. L'Afrique est le berceau de l'humanité. Nous avons tout ici. Et nous avons des cerveaux, nous avons des gens pour amener à la prise de conscience générale de l'Afrique. Mais nous avons besoin des moyens. Nous avons besoin que l'État nous donne les moyens. Ces moyens-là, c'est quoi? C'est nous autoriser à faire ces choses. Nous autoriser à faire ces choses. Moi, je vous ai dit, je peux prendre quelqu'un depuis la prison, le former en développement personnel.